On savait fragile le cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les États-Unis. Le voici sérieusement compromis. Je crois que c'est fini, a affirmé Donald Trump. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. La nuit dernière, les États-Unis ont frappé plus de 80 cibles en territoire iranien. Une mesure de représailles après que l'Iran ait attaqué 3 navires qui circulaient dans le détroit d'Ormuz. Et d'insulte en insulte, ce sont des ordures, des malades, a dit le président. Des gens profondément malhonnêtes, des vicieux, des violents. Le président menace à nouveau de s'en prendre aux infrastructures pétrolières du pays, mais rien pour impressionner l'Iran, assure son ministre des Affaires étrangères. Nous ne répondons pas à la vulgarité par la vulgarité, mais par l'action, sans peur et avec courage. De fait, l'Iran a tôt fait de riposter, prenant pour cible des sites militaires américains dans les pays du Golfe. Si le secrétaire général de l'OTAN appuie les Américains, le président français appelle à la retenue. Nous défendons toujours le même agenda, la paix et la stabilité, la réouverture du détroit d'Ormuz sans condition ni péage. Faut-il craindre une nouvelle escalade? Le président Trump assure que la guerre ne reprendra pas. Comment expliquer que les États-Unis soient incapables de venir à bout de l'Iran? La guerre est un succès incroyable, assure Donald Trump. Et je retrouve justement Hugo qui est à Washington. Donc, les bombardements ont repris ce soir. Ça a débuté un peu avant qu'on vienne en ondes. Finalement, Donald Trump met à exécution sa menace. Oui, c'est ça. Il est à peu près 1 h du matin en ce moment en Iran. Pour l'instant, les bombardements, vous allez le voir sur la carte, se sont surtout produits dans le sud du pays, donc près du détroit d'Ormuz. Là, effectivement, où on tente d'affaiblir les capacités iraniennes. Et Donald Trump a publié une image au cours des dernières minutes sur Truth Social, accompagnée d'un message où le président écrit « C'est une riposte aux attaques menées hier par l'Iran contre des navires. Si ça se reproduit, les conséquences seront bien pires. » De son côté, l'Iran menace à nouveau de se venger. Il y a des médias près du régime iranien qui parlent d'une riposte massive qui est en train de s'organiser. Alors oui, tout ça remet en question évidemment le cessez-le-feu en vigueur depuis un peu plus de 3 semaines, mais tout le processus de négociation aussi. Rappelez-vous, on s'était donné 60 jours pour essayer de s'entendre sur le fond. Et là, on sent que Donald Trump était très remonté ce matin. Il a adouci le ton un peu en après-midi. Côté iranien aussi, on sent des tiraillements sur l'opportunité de poursuivre le dialogue avec les Américains. On va suivre ça ce soir avec vous. Merci beaucoup, Hugo. De rien. On revient sur cette nouvelle escalade de tensions entre l'Iran et les États-Unis. Les échanges de frappes ont recommencé en fin de journée. On surveille ça et j'en discute tout de suite avec Thomas Junot, qui est professeur à l'École supérieure d'affaires publiques internationales de l'Université d'Ottawa. Merci d'être avec nous ce soir. Bonne soirée. D'abord, que doit-on comprendre? Est-ce que ça veut dire qu'on est revenu à la case départ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de protocole d'entente? Voulez-vous nous démêler là-dessus? Bien, on n'est pas revenu à la case départ et il y a encore un protocole d'entente. Il était déjà fragile et là, il est encore plus fragile, mais il est encore là. Il faut bien se rappeler que quand le protocole d'entente a été annoncé au mois de juin, on comprenait bien que ce n'était pas un cessez-le-feu total. On comprenait que c'était un cessez-le-feu partiel, une réduction des hostilités, mais les termes du protocole d'entente étaient très vagues, très ambigus. Et c'était clair dès la première minute après qu'ils aient été publiés que les États-Unis et l'Iran les interprétaient très différemment et que les divergences entre les deux côtés, les nombreuses divergences, étaient non seulement très profondes, mais pas réglées du tout par le protocole d'entente. Donc, c'était inévitable qu'il y ait des mini-escalades comme ça. Il y en a eu plusieurs. C'est pas la première. C'est pas la dernière non plus, certainement. C'est la pire jusqu'ici. Mais je pense qu'on peut quand même s'attendre, après quelques rondes de représailles, là, à ce que dans les prochaines heures, les prochains jours, les deux côtés reculent un peu pour éviter vraiment l'escalade hors de contrôle. OK, on comprend que les États-Unis, en fait, font des représailles parce qu'ils accusent l'Iran d'avoir frappé des navires commerciaux. En fait, c'était quoi l'objectif de l'Iran qui était en train de célébrer, en plus, les funérailles du guide suprême, là? C'était quoi le message que l'Iran voulait lancer?
Bien, je pense qu'il y a plusieurs messages en même temps. Ça se joue sur plusieurs niveaux. Premièrement, vous avez raison de souligner les funérailles du guide suprême, Ali Khamenei, qui a été assassiné le premier jour de la guerre, le 28 février. Les funérailles sont évidemment éminemment politiques et le gouvernement iranien, le système de la République islamique, utilise ces funérailles-là pour envoyer un message de résistance et de défiance à la communauté internationale, aux États-Unis en particulier. Donc, ce contexte-là est important. Au-delà du contexte immédiat des jours, du contexte actuel, il faut bien comprendre que, comme je le disais, les termes, les détails du protocole d'entente, du cessez-le-feu, sont très ambigus. Et ce qu'on voit, c'est les deux côtés qui essayent de créer une nouvelle réalité à leur avantage. Alors, quand l'Iran, il y a 48 heures à peu près, a attaqué des navires commerciaux dans le Golfe, c'était pas seulement symbolique, c'était pour construire la nouvelle réalité de son contrôle du détroit d'Ormuz. Pour les États-Unis, en répondant avec des représailles, avec une attaque suite aux attaques iraniennes, c'est une façon de s'opposer à ça, de signaler à l'Iran que non, les États-Unis ne vont pas accepter cette réalité-là d'un contrôle iranien du détroit. Donc, on comprend que les États-Unis n'avaient pas le choix de répliquer et que l'OTAN n'avait pas vraiment le choix de soutenir aussi, c'est ça? Juste sur la question de l'OTAN, je pense qu'il faut voir un contexte plus large. Quand aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN a annoncer son soutien à ces frappes-là, c'était symbolique. Il n'y a pas de soutien matériel de la part de l'OTAN. C'était une façon d'éviter d'insulter un président Trump qu'on sait très irritable, très impulsif, pour ne pas le fâcher en pratique. Du point de vue des États-Unis, dans un sens, c'est vrai que les États-Unis n'avaient pas le choix. Parce que les États-Unis ont échoué dans cette guerre-là à atteindre leurs objectifs, ils se sont peinturés dans le coin, en expression familière québécoise, et ils n'avaient pas le choix parce que si les États-Unis veulent éviter justement qu'à long terme, l'Iran contrôle réellement le détroit d'Ormuz, ce qui serait très négatif pour la région, pour l'économie mondiale, pour tout le monde, y compris nous ici au Canada. Étant donné la nouvelle logique dans laquelle on est, c'est vrai que dans un sens, les États-Unis n'ont pas le choix de répondre. Vous m'avez dit un instant que vous vous attendez à ce qu'il y ait peut-être une désescalade dans les prochains jours, là. Est-ce que ça veut dire que c'est encore possible de négocier? C'est absolument encore possible de négocier. Puis le président Trump lui-même, avec le caveat évidemment qu'on sait qu'il ne faut pas se fier à ce qu'il dit une chose et son contraire là, dans la même phrase. Après avoir dit que le cessez-le-feu était fini, il a aussi dit évidemment qu'on est prêt à continuer à négocier. Puis je pense que cette deuxième partie-là est aussi importante. À ce stade-ci, les choses peuvent dégénérer et changer, mais à ce stade-ci, je crois que la réalité fondamentale n'a pas changé depuis le cessez-le-feu. Les deux côtés veulent éviter un retour à la guerre comme on l'a connu de la fin février au début avril. Je pense qu'on veut se positionner, on veut pousser, on veut extraire des concessions à l'autre par la voie diplomatique ou par la voie militaire, comme c'est le cas en ce moment, au moment où on se parle. Mais quand même, malgré ça, je pense que les deux côtés comprennent qu'un retour à la guerre serait très dommageable. Donc, on veut éviter de perdre la face, on veut envoyer le plus de signaux de force à l'autre qu'on peut, mais éventuellement, dans les prochaines heures, les prochains jours, je pense bien qu'il y aura une désescalade. Très intéressant, ça nous aide à mieux comprendre. Merci Thomas Junot. Merci à vous.